Bien sûr, c'est un jour à sortir dehors et à se balader dans le soleil. Moi, j'arrive d'un pays du soleil. Là, j'arrive du Liban par une correspondance Lyon puis Bruxelles, où j'avais une conférence là du côté de l'OTAN. Et je reviens, j'ai failli annuler cette conférence parce que les trains n'étaient pas possibles. J'ai couru. Je me suis dit que même le club de Frières, Thierry, est un club qui m'est cher. Ils aiment les chevaux. Ils aiment la France. Et puis ils aiment la statue de Jeanne d'Arc à qui on a fait subir une restauration du drapeau et les gens ont cru que c'était une vandalisation. Mais je préfère les vers de Péguy quand il disait que Sainte-Geneviève et Jeanne d'Arc, et l'une est morte à 90 ans et les villageois l'ont crue immortelle, et l'autre est morte à 18 ans et ses cendres furent dispersées au vent. Je reviens d'un Orient qui est toujours compliqué. Je ne veux pas dire qu'il y a eu cette mauvaise idée de l'appeler ainsi, ça va vous gâcher votre soirée. C'est pas grave, c'est un général que vous aimez un peu trop et qu'on aime beaucoup et qui en Orient n'a pas la même figure qu'en Occident. Et je voudrais aborder avec vous, en cette soirée que je souhaite consacrer plus au débat avec vous, une quinzaine de minutes où je vous expose les apories, les difficultés de cette région aujourd'hui qui redevient à la une, c'est-à-dire qui revient comme la seule région qui interroge le monde entier. Les Nordiques ne nous intéressent plus. Hollandais, Norvégiens, Danois, ils sont dans leur glace, ils ont un système social qui fonctionne, seuls les réfugiés les perturbent un peu, et encore. L'Europe, elle aussi, est inquiète d'une sorte d'immigration de réfugiés qui ne dépasse pas 1 million et quelques. Mais le Proche-Orient, même si l'on ignore un peu toutes ces guerres, surtout celles du XXe siècle, c'est-à-dire je ne parle pas de celles qui ont commencé avec l'islam et sa conquête au 7e siècle, mais celles qui ont commencé avec la création de l'État d'Israël, on peut dire qu'aujourd'hui, 70 ans après ce qu'on a appelé avec les Palestiniens, eux-mêmes aiment bien cette appellation, la Nakba, c'est-à-dire la malédiction sur leur pays de cette création d'État d'Israël, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le problème qui revient avec la politique d'un Américain qui fut un brillant homme d'affaires, new-yorkais, écossais de mère, allemand de père, et qui aujourd'hui traite avec le monde en homme d'affaires. Quand vous le regardez, il perturbe la scène du Proche-Orient. Et c'est la première aporie, comme dit Aristote, le premier problème que je voudrais aborder. Quel est ce contrat du siècle, comme on l'appelle aujourd'hui, que le gendre de Trump, Kushner, Jad, et non pas Kushner, parce que là, il n'y a plus de contrat, il y aura une débilité mentale à envier les imbéciles. S'il m'écoute, qu'il m'appelle pour que je lui dise pourquoi, et ce qu'il a fait au Liban, c'est Jad Kushner. Quel est ce contrat du siècle? Voilà ma première aporie. La deuxième, dans cette aporie, cette complexité des rapports entre les États-Unis et Israël, se joue une autre carte, celle du rapport des États-Unis et de l'ancien empire perse, l'Iran. Un nouveau contrat est proposé, pas seul d'Obama de 2015 qui permet aux Iraniens de nucléariser un peu, d'enrichir un peu l'uranium à quelques pourcentages pour atteindre un petit nucléaire civil, comme disait François Hollande, qui disait pourquoi pas un peu de nucléaire civil, pourquoi on n'a pas une petite recette de cuisine pour enrichir l'uranium, mais un nouveau contrat que Trump veut forcer en Iran. Et il le fait d'une manière très subtile, artistique, à la manière coréenne. Voilà le deuxième aporie. Et je voudrais essayer de la résoudre avec vous. Et préparez-vous à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce point. Et la troisième, c'est que entre l'Empire perse et l'Empire américain se jouent deux puissances régionales,
qui sont celles des États-Unis alliés de l'Arabie Saoudite et celles d'Israël alliés des États-Unis. Et de l'autre côté, autour d'eux, se jouent en satellite, en constellation, des pays petits par la taille, 10 452 km² comme le Liban, mais grands par leur impact géopolitique dans le monde, le Liban. Que va advenir de Liban, lui qui d'un côté dépend de la cause palestinienne, première aporie, puisqu'il a chez lui 500 000 Palestiniens qui se reproduisent depuis 70 ans, toujours dans les camps, pour des raisons bien financières. Vous le connaissez bien en France, comment on peut exploiter la sécurité sociale sans y travailler, sans même être français. Et on rapatrie toutes les épouses, surtout qu'il y en a 4, vous le multipliez par 4 sur 3 générations, les Français payent ce qu'ils n'ont pas prévu de payer. Donc le Liban, troisième aporie, comment va-t-il agir et réagir entre la cause palestinienne et israélienne, où Trump propose un contrat qu'il commence à dévoiler. Le premier voile a été... C'est parce que j'aime bien l'écouter, vous avez raison, yeux fermés. Et nous allons prendre ces 3 apories. La première, celle qui concerne, donc, comme je l'ai dit, la question purement palestinienne. Elle a une histoire, un passé, elle a un présent qui se joue, elle a un avenir. Son passé, c'est que les Palestiniens voient arriver, vous la connaissez, sur leur terre, des Juifs, certains de l'Est, qu'on appelle Ashkénaz à tort, et certains de l'Ouest, bien sûr, les Séfarades, qui sont majoritaires en France, et qui arrivent pour fuir ou le pogrom de l'Est, ou à la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah et Auschwitz. Et le plan a été établi depuis que le fameux journaliste hongrois Theodor Herzl ait déclaré que dans 50 ans, il y aura la création de l'État d'Israël. Nous étions en 1998. Il a visé comme un joueur de poker. Hein. 1800. 98. 1800. Bien sûr. J'ai bien dit 1898. S'il y a un lapsus, merci de me l'avoir rappelé. Et ainsi, à partir de là, Israël s'est constitué et Herzl a bien dit que ça sera un État laïque et que les rabbins restent dans les synagogues. Donc c'était une école juive laïque ouverte au monde. Ils arrivent, en plus de cette promesse de Herzl à lui-même au peuple juif, il y a eu une autre promesse, celle de Balfour. Lord Balfour devait rendre aux Juifs ce que les Anglais leur doivent, c'est-à-dire le génie de Weizmann, l'argent fourni à la Première Guerre mondiale et les armes, et par là donner au peuple juif, alors que les Anglais sont foncièrement pro-arabes. Dans leur foncièrement, il y a là plus de monarchie. Les Juifs n'ont eu qu'un Dieu, et donc un roi. Et quand ils ont été monarchistes, ils ont un peu enfreint la règle avec Samuel et avec David. Mais les Arabes n'ont que ça, les Bédouins jusqu'aujourd'hui. Et la France peut critiquer l'Arabie Saoudite et tous ces Arabes et ces Bédouins, mais ils croient à leur roi, ils croient à leurs Bédouins, à leurs princes. Ils parlent de roi, de prince, de blason, alors que la France, vous parlez de roi, on a l'impression de revenir dans les cavernes troglodytes, et que comment ça, et alors qu'en fait, nous avons des monarchies européennes, nous avons des monarchies saoudiennes. Donc les Anglais étaient plus proches aux monarchies arabes, et pourtant, ils vont essayer, donc, et néanmoins, pardon, ils vont essayer de donner aux Juifs un État. C'est la promesse de Balfour, très claire. 2 États, 2 capitales, continuité et communion culturelle, politique, etc. À partir de là, les Arabes vont essayer de réagir, maladroitement comme toujours, avec, premièrement, le rêve de Laurence d'Arabie. Mais ça n'était qu'un rêve. Et qui se rendra compte? Laurence d'Arabie lui-même, qui n'aimait pas les Français dans cette région dans les années 20, temps de Monda, envahi par le traité de Versailles. Et si je romance un peu Laurence Chapman, c'est parce que c'est un brillant oxonien, comme on dit, qui est arrivé d'Oxford pour écrire une thèse sur le château des Croisés. J'ai les notes et les premières écrites sur sa thèse. Le krach des Chevaliers, le château de Tripoli, Byblos,
Sidon et Tyr et Château-Beaufort. Comment les croisés ont pu durer 2 siècles? Avec quelle stratégie militaire? Et plus ils s'approchaient du sud, plus ils se mélangeaient au désert, au sable du désert, et comme dira l'autre, en dessinant des lignes dans le désert, chercher une frontière impossible aux Arabes qu'il n'a trouvée que dans leur monarchie chérifienne. Il s'habillera comme des shérifs et il rêvera lui-même de cette monarchie pour intriguer les Anglais, bien sûr, même Allenby, mais aussi pour contrecarrer et détruire tous les projets des Français dans la région. Il ne réussira pas parce que les Turcs l'enlèvent, le torturent, et les Turcs ne torturent pas sans violer. Et il décrit ça dans le livre admirable, par ailleurs, c'est sur les 7 piliers de la sagesse, ou comment il découvre ce mélange de torture, de pâle, de plaisir, et puis il voit que les Bédouins à Damas n'arrivent pas à trouver d'unité, il renonce, et il repart à Oxford. Et le rêve est enterré avec lui, alors que nous avons l'Arabie Saoudite, comme vous voyez, qui va naître en 1927, sous le sigle de l'Arabie Saoud, de la tribu Saoud, ni Bachir, ni Yéménite. Donc c'est une tribu qui a donné son nom à tout le désert de l'Arabie. Est-ce que c'est vraiment le rêve de Lawrence qui s'est réalisé? Non, parce que pour lui, c'est le rêve chérifien qui partirait du Mufti de Jérusalem. L'Arabie Saoudite, c'est une entreprise. Et c'est ainsi que, par la promesse de Balfour, la tentative des Anglais de créer un État arabe, une monarchie arabe, tout éclate. Et dans les années 30 jusqu'à 41, arrive une figure, un peintre raté d'origine autrichienne, qui a voulu redessiner la carte des races humaines et qui va rencontrer le Mufti de Jérusalem. Nous sommes là en novembre 41. Et le Mufti de Jérusalem fait comprendre à Adolphe, finalement, qu'il était prêt à participer avec lui à cette lutte contre les Juifs dans cette région qui devenait de plus en plus prenante, imposante, grâce à l'argent de l'agence juive qui achetait des terres aux Palestiniens. Ils les achetaient, hein, et les Palestiniens vendaient. Beaucoup vendaient et partaient. À droite, à gauche, au Liban, ils s'enrichissaient, mais ils vendaient des terres. Parfois, la ruse de l'agence juive était telle que le Mufti de Jérusalem n'a pas trouvé d'autre stratégie que de proposer à Hitler ses hommes au Balkan, plus de 30 000 hommes dans le régiment balkanique, et puis participer à éliminer les Juifs, pas seulement avec Hitler en Occident, mais aussi en Orient. Certains parlent de solution finale, je laisse aux exégètes de rentrer dans cela, mais il a participé à une lutte à condition que, bien sûr, que Hitler accepte que l'État arabe remplace cet État juif. Et Hitler négociait, bien sûr, par ailleurs, la fin de cette puissance. Nous sommes en 1941. Les Juifs n'ont d'autre allié que l'Amérique et bien sûr la Russie elle-même, parce qu'ils sont tous presque d'origine slave, russes, polonais ou des pays slaves hongrois. Ils commencent à préparer la structure de cet État et elle est créée en 1948. Et c'est là où l'Arabe va essayer de réagir, comme un Arabe, par la fougue délirante, le lyrisme, mais pas par la structure d'une résistance. Première guerre, deuxième, 4, 5, vous les connaissez tous. Quand on arrive en 67, Ben Gurion va dire aux Arabes, si nous sommes là où nous sommes, c'est-à-dire vous aviez 80% de terre, et voilà que nous sommes en train d'avoir nous-mêmes la 70, aujourd'hui ils sont à 90 de la terre, c'est à cause de vos fautes. Vous n'avez pas déclaré votre État, comme nous l'avons fait en mai 1948. Et les Arabes perdent Jérusalem en 67, ils restent aujourd'hui majoritaires, mais quand même ils perdent et ils risquent la destruction de la mosquée. La mosquée de l'Esplanade du Temple, Al-Aqsa, qui a été construite en 700 quelques, donc au 8e siècle, est aussi le fruit d'une conquête. Le temple, ils n'avaient pas à le détruire, les musulmans. Il était déjà détruit sous Titus en 70. Mais les Juifs, en 67, pouvaient détruire la mosquée. Qui s'est opposé à cela? Ben Gurion et Golda Meir. Ils sont laïcs. C'est des Juifs, on peut dire, athées. Il n'y a pas de Juifs athées, ça serait une contradiction, parce que pour eux, Dieu était juif. Donc Dieu ne peut pas se renier lui-même, un peu. Mais un Juif, disons, qui n'est pas religieux. Et ils ont refusé la destruction de cette mosquée. Aujourd'hui,
le plan du troisième temple contourne le mur de la mosquée. Il complète l'esplanade. Beaucoup ont proposé de prendre les pierres de cette mosquée vers la Mecque. Pas d'autres même. Il y a d'autres projets. Mais c'est là où les Arabes vont comprendre, à partir de 48, que les guerres 58, 67 vont être de plus en plus délirantes pour eux. Et ainsi se constituent les premières vagues de réfugiés. Ils vont partir vers la Jordanie et vers le Liban. En Jordanie, un des chefs très proche du Mufti de Jérusalem, formé un peu par le Waffen-SS, arrive. C'est Arafat, Yasser. Certains disent qu'il n'était pas de famille musulmane réelle, qu'il était de famille chrétienne et devenant musulman pour la cause. Les chrétiens musulmans sont très minoritaires et ne sont pas toujours respectés, sauf s'ils se battent pour la cause palestinienne. C'est le drame des chrétiens de Bethléem aujourd'hui. À moins d'avoir un patriarche de Jérusalem latin, d'origine palestinienne, qui se bat pour leur cause. Mais ce que va faire Arafat, c'est qu'il va rêver de faire de la Jordanie une Palestine. Il ne réussira pas. Et c'est grâce à qui que le roi, à l'époque, va pouvoir gagner contre les Palestiniens? Vous avez deviné, grâce à l'armée d'Israël, qui vont chasser les Palestiniens, et ça sera le septembre noir, et le roi de Jordanie, à l'époque, chasse Arafat vers le Liban. Et c'est là où, au Liban, depuis le sud, Tyr jusqu'à Tripoli, toute la côte de 220 à 25 km, sera peuplée de camps qui sont jusqu'aujourd'hui des camps palestiniens. Et qui sont là, entretenus par les finances mondiales, etc., mais ils doivent garder leur statut de réfugiés. Depuis la guerre de 6 jours jusqu'aujourd'hui, les Palestiniens au Liban sont de 500 000. Alors, si quelqu'un fait cette analyse évolutive, qui peut-être n'était pas nécessaire pour vous, mais je vous rappelle, vous la connaissez un peu, mais si quelqu'un l'a fait à Donald J. Trump et qu'il ne la connaît pas, eh bien quelle solution? Et voilà la solution qu'il donne en homme d'affaires. Il a dit, il y a 500 000 réfugiés au Liban, eh bien qu'ils y restent et qu'on leur donne la nationalité libanaise. On leur dit, bien sûr, mais le Liban, il a 500 000 Palestiniens, 1 700 000 Syriens. Si vous les gardez tous, le Liban perd sa démographie. Il a dit, c'est pas grave, on s'occupera du Liban. De quelle manière? En donnant des milliards à des milliards pour que le Liban relève sa économie. En d'autres termes, on achète la nationalité des Palestiniens. Deuxième proposition, en Palestine, en Cisjordanie, où reste à peine 20% des terres qui se disent palestiniennes sous l'autorité palestinienne d'Abbas. Quelle solution propose Trump? Celle d'un homme d'affaires. Vous devez cesser de rêver de vos monarchies d'États arabes et on va crier haut et fort que vous êtes un peuple. Vous allez reconnaître l'État d'Israël. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une pétition. Celui qui ne reconnaît pas l'État d'Israël est antisémite, est accusé de crime d'antisémitisme. Il n'y a plus, l'antisionisme n'existe pas. C'est une autre forme d'antisémitisme. Donc, vous allez accepter qu'on vous accorde un État où on va créer des millions et des millions de dollars avec des emplois et on va booster, comme disent les jeunes, votre économie. Donc, Trump achète les Palestiniens aussi. Abbas s'y est opposé. Le général Hans s'y est opposé aussi. Mais que valent ces oppositions devant la puissance américaine? Qui est derrière la puissance américaine? L'Amérique elle-même, mais aussi l'alliance avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est elle qui finance le plus Gaza. C'est elle qui finance plus le peuple palestinien au Liban, ailleurs. Donc, on a fait comprendre aux Palestiniens, c'est le contrat du siècle. Vous ne pouvez pas le refuser. Parce qu'on va vous donner la chance de devenir un État économique fort. Et que fait Trump? Jamais un homme d'affaires, ne fait l'effort de vous donner de l'argent s'il ne va pas gagner le double. Et il va investir en Palestine, il va investir au Liban, comme il a commencé par investir où? En Corée du Nord. Et il a dit aux malins, comme il l'appelle, smart cookies, ton peuple crève de faim, on t'enverra des sociétés d'agriculture développées avec vous, et vous allez être comme la Corée du Sud, riche, ouverte, mais renoncez à vos missiles. Et il lui envoie des lettres d'amour. C'est ce qu'il fait avec les Palestiniens aujourd'hui. Et les Palestiniens sont perturbés. Les deux refus n'ont pas de poids.
le général au Liban ne peut pas faire en sorte que, bien sûr, de mettre 500 000 Palestiniens, je les ai traversés là. En allant au Liban, j'ai vérifié tous les camps depuis Tripoli jusqu'à Tyr. Vous les voyez, le premier, à Nakoura. Comment vous allez déloger ces êtres? Leurs camps ne sont plus de camps vraiment de malheur, c'est des vraies maisons en béton. Il y a une porte, on y rentre, ils peuvent sortir parce qu'ils sont contrôlés par l'armée libanaise depuis la guerre du Liban. Donc, le contrat du siècle suppose cette clause qui va de plus en plus sortir dans la presse. Je vous la porte toute fraîche, comme les ananas et les litchis du frère Thierry. Toute fraîche. Et ils sont en train, les journalistes, d'analyser cela. Il n'y a pas d'analyse. Personne ne peut s'y opposer. Même le Liban, le gouvernement, il s'y oppose. Mais allez voir le gouvernement libanais, les députés libanais. On les a vus, nos chers députés libanais. Dès qu'Arafat les a approchés pour leur dire « défendez la cause palestinienne », leurs comptes en banque, les millions, ont fleuri. Et on a divisé le pays à cause de ces députés pourris. Même le Parlement français, approchez-les avec des millionnaires comme ça. Allez voir les jeunes en marche là. Mettez dans leur poche 5, 10, 50, 100 millions. Ils sont 10 fois plus pourris que le malheureux Balkany qui a dit « j'ai commencé riche avant de faire la politique et là je termine pauvre ». On peut le dire, c'est normal, on vient de t'arracher ton argent. Bon. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui s'opposer à cette puissance américaine? Donc la clause du contrat du siècle, l'expression n'est pas de moi. Ça c'est Trump, il y a des expressions très heureuses. Elle risque d'être imposée. Vous ne voulez pas de ça? Eh bien, crevez. Il va même voir l'UNRWA, les Allemands, pour leur dire arrêtez les vivres. On n'envoyait plus 1000 $ par mois à chaque Palestinien. Tous les Syriens restent au Liban. Là, je les ai vus sous leur tente à Baalbek. Ils sont là, mais ils reçoivent, on rentre, on leur donne des centaines de dollars. On ne les donne pas au gouvernement libanais pour les distribuer. On les donne directement aux familles qui, dans les dollars, et qui se promènent au Liban, qui a 4 millions peut-être de population tout au plus, 3008 à mon avis, et il a 2 millions et 1700 plus 500 000, ça vous fait 2 300 000 réfugiés au Liban, 200 000. Ça fait 25 millions sur 60 millions en France, en Europe du fois. Et le pays, quand vous le traversez, ben vous sentez cette présence des réfugiés, la saleté, les poubelles, les fleuves pollués, on le voit très bien. Le Libanais est propre, il n'a pas cette, pendant la guerre, il n'y a aucune maladie. Mais cette puissance des réfugiés est telle qu'on va leur dire, on va équilibrer cela. Ça fait partie du contrat du siècle et on l'appelle l'implantation des réfugiés palestiniens là où ils sont. Le plus grand nombre de réfugiés palestiniens est au Liban. Est-ce que les Palestiniens avec Abbas vont réussir à refuser ce contrat? Le versant économique est publié. Mais il y a l'autre versant, politique et militaire. On le devine. Jérusalem-Est, vous y restez, elle peut être une capitale, mais elle est ouverte aux Juifs. Et les Juifs peuvent y construire. Vous voulez vos jobs gardés en Israël, vous les gardez. Ils sont 30% les Arabes. Et ils ne sont pas hypocrites. Et c'est là où je trouve le bon sens de Trump. C'est qu'il dit 30% d'Arabes travaillent en Israël, acceptent les contrats avec les propriétaires juifs. Ils traversent, ils reviennent. Ils ont 13 députés au Knesset. Et ils refusent qu'on leur donne du travail chez eux. C'est absurde. Dans ce cas, si leur résistance est radicale, qu'ils quittent Israël et qu'ils permettent à Israël de faire un État juif nationaliste, et il n'y a pas. Or, Israël ne le veut pas parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Mais en même temps, elle a besoin de contrôler cette main-d'œuvre. Et elle le contrôle d'une façon très très efficace. Le Palestinien crève de faim sans travail, son niveau de vie est assez élevé par rapport à tous les pays arabes ou algériens. Il a le travail, il construit pour les Israéliens, il a les hôpitaux, mais il n'a pas l'accès à l'armée. Donc voilà l'âme de ce contrat du siècle. L'interrogation est là parce que nous n'avons pas encore le versant politique et militaire, et surtout politique. Est-ce que je peux spéculer? Peut-être, mais j'ai là publié le premier versant. Il propose des centaines de milliers de travail pour les Palestiniens, c'est clair. Vous allez avoir de l'argent, on va infuser beaucoup plus que 400, 500 millions, même 1 milliard. Et même, j'ai entendu le chiffre, plus des dizaines de milliards, pour créer en Palestine une véritable économie qui parte et qui n'a plus besoin d'aide un peu à Gaza, etc. Vous renoncez aux actes terroristes, on en fait.
Voilà la première aporie. Est-ce que Trump est plus réaliste que Clinton et qu'Obama? Infiniment plus. Là, c'est des démocrates. Les démocrates sont des rêveurs par rapport à la question palestinienne. Et ils se disent tous, on ne peut pas la résoudre. Et voici qu'un homme arrive qui veut la résoudre. De quelle façon il la résout? En touchant la dimension profonde de ces populations sémites anciennes. Et quelle est cette dimension profonde? C'est que si le commerce marche à l'époque entre Perses et Phéniciens, comme le commerce marchait par le port de Sidon, il gardait l'occupation perse. Et quand Alexandre est arrivé pour conquérir Sidon, les Sidoniens n'aimaient pas beaucoup les Perses. Ils se sont ralliés avec Alexandre pour attaquer Tyr. Et Tyr, au contraire, ils avaient des contrats en or avec les Perses et Darius. Ils ont refusé. Ils se sont battus. Plus de 4, 5, 6 mois. Il a dû sabler la presqu'île et atteindre Tyr. Et j'ai visité les ruines là dernièrement, il y a quelques jours. C'est touchant de voir. C'était un bain de sang. Comment vous refusez l'alliance du grand Alexandre pour ce Darius? Et quand il comprenait que Darius était une divinité et pas lui, il s'en est fait lui-même une idée qu'il est un dieu. Et Aristote lui a reproché ça. Et comme vous le savez, dès qu'on se considère Dieu ou Jupiter, on finit ou bien dans les bras de sa mère, ce qui est le cas ici, ou bien dans les bras de la déesse de la mort. Et c'est ce qui est arrivé à Alexandre. À peine conquis, en 324, il va mourir de son ivrognerie, de sa débauche et de sa divinité. Les trois excès que lui a refusé le philosophe de l'éthique qui jusqu'aujourd'hui est pratiqué dans toutes les universités du monde, du juste milieu, du Mason, c'est-à-dire sobre, chaste, c'est-à-dire une épouse suffira, et humain tu es, et humain tu le resteras. Il a refusé les trois. Et il a, comme vous le savez, laissé un empire éclater entre Séleucus en Syrie, etc. Et vous voyez, les généraux d'Alexandre partageront l'Orient comme les enfants de Charlemagne. Mais il a touché, Trump, l'âme de ces peuples. C'est l'économie, l'argent, le travail. Quand un Palestinien se lève en Cisjordanie, traverse et va négocier, il revient, il donne son passeport, le soldat d'Israël lui reprend, tu repars, mais il a son salaire à la fin du mois. Vous croyez qu'il va rêver de la grande Palestine d'Arafat, des rêves de monarchie chérifienne? Il a 12 enfants, il veut du travail, alors Trump va vers là. Va, à partir de ce moment-là, conquérir cette terre. On verra la réaction. Le Liban attend lui aussi une réaction. Elle est au début négative. Celle d'Abbas, elle est négative. Celle de Général est négative à cette proposition. Et le contrat du siècle avance. Netanyahou regarde heureux. Il a déjà obtenu le Golan ad aeternam. Il a déjà obtenu Jérusalem comme capitale éternelle. Et il a Trump. Il avance. Ils ne veulent plus la guerre. D'où la deuxième aporie. Trump avance et contrairement à ses prédécesseurs, donc Obama, Bush et Clinton, vous avez là une approche tout à fait différente de la deuxième aporie. Que faire avec l'Iran? Nous avons un contrat, dit Trump, celui de 2015. En quoi consiste-t-il? À permettre à l'Iran de redevenir un État commerçant, négociant le pétrole jusqu'à 40% de ses revenus qui reviennent. Ils le vendent un peu à un prix plus bas. L'opposition iranienne lui en veut, à notre ami Rouhani. C'est-à-dire qu'il utilise la matière première de ce pays, il vend au Taïwan, aux Grecs, aux Italiens, tous les alliés des Américains. Et voici que Trump dit, voici le nerf de la guerre, je le coupe, sanctions. D'où viendront les 40% de pétrole pour tous ces pays qui se sont plaints auprès d'Obama? Ils viendront de l'Arabie Saoudite. Il l'a équilibré. Il a menacé. Là, aujourd'hui, d'autres sanctions vont venir et affaiblir cette économie. Mais en même temps, les deux bateaux attaqués, qui sont commandés par des capitaines qui sont des très grands amis des Iraniens, comme par hasard. Un Hollandais et un Japonais. Est-ce que l'Iran avait intérêt à s'aborder ces flottes? Les Russes, on verra après. On verra après dans notre débat comment résoudre ce problème paradoxal. Le drone abattu
Trump, étonné, au lieu de réagir en guerrier, je veux détruire tout ce qui se passe en Iran par virgule, il a dit peut-être c'est l'erreur d'un homme. L'erreur d'un homme. Vous imaginez? Et comme si, au fond de lui, il va appeler les Iraniens à négocier. Quel est l'avantage de Trump d'être une colombe plutôt qu'un lion de guerre? Eh bien tout simplement de re-signer un autre contrat avec les Iraniens qui portera son nom, pas celui de Obama 2015, mais Trump 2019, et de permettre aux Iraniens de rentrer dans les chaînes de la commerce mondiale et de lui-même investir en Iran. Donc l'homme d'affaires, permettre à ses alliés iraniens de Californie de revenir dans leur pays, mais pas de nucléaire. Et ça, c'est facile pour les Américains. S'ils tiennent le pays par le commerce, vous voulez 40% de pétrole, vendez 50, 60. L'Arabie Saoudite va hurler. J'ai dit, il dira aux Iraniens, je m'occupe de Mohammed Ben Salman, des Saoudiens. C'est pas eux qui commandent. L'Arabie Saoudite ne veut qu'une chose, que Trump bombarde l'Iran et qu'il demande au Hezbollah d'intervenir et qu'il y ait une guerre. Mais Trump n'est pas un homme de guerre, parce qu'il sait pour la guerre, il doit payer. Il veut le commerce, et il fait payer comme ça. Et c'est ainsi qu'avance le spectre, non pas de la guerre, mais d'un nouveau contrat. Et plus je le sens, plus je vois la ruse de cet homme. C'est pas un homme de guerre, il n'aime pas le sang. Il aime ce qui fait gagner. Et quand vous aimez gagner de l'argent et faire gagner à votre peuple, vous voulez la vie pour dépenser. Vous ne voulez pas la mort pour payer. Et vous allez voir que dans cette perspective, la deuxième aporie iranienne va tourner au contrat, contrairement à ce que veulent les Saoudiens. Les Saoudiens veulent une guerre à la yéménite. On bombarde les Houthis, on les massacre, on les tue. C'était déjà un peuple violé dans tous les sens, on peut dire. Les Houthis et les Yéménites, qui sont les vrais originaires du désert. Les tribus yéménites sont les plus nobles. Les Saouds descendent un peu plus loin, c'était tous des cousins, mais les plus nobles, les shérifs, c'est Yéménites. Est-ce qu'ils vont pouvoir, les Iraniens, s'adapter à la mentalité de Trump, ou bien ils vont comprendre qu'ils n'ont d'autre chance? Il va leur dire, commençons par des bonnes relations commerciales, et en même temps qu'il demande à Kim Jong-un au Corée du Nord de renoncer aux missiles, il demandera aux Saoudiens de supporter ce moment de non-guerre et de négociation avec les Iraniens pour que les Iraniens renoncent à cette guerre houthi et reviennent au commerce, parce qu'ils étouffent maintenant. Ils étouffent et les Iraniens se rendent compte de plus en plus que le peuple vit les conséquences réelles de ces sanctions économiques. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de riposte à ce drone que le général Soleimani montre comme une sorte de trophée, et Trump continue pour casser le contrat Obama de 2015 comme il veut casser à l'époque le contrat pour la Corée du Nord, il l'a fait, et le contrat du healthcare et de la sécurité sociale à l'américaine. Alors quelles sont les conséquences de ces deux apories sur tous les pays du Proche-Orient? Commençons par le plus proche, le Liban. Pour les réfugiés, nous l'avons dit, le Liban s'oppose à leur implantation, car implantation suppose 500 000 sunnites en plus de la communauté sunnite qui fait 700 000. Qui acceptera une telle naturalisation? L'Arabie Saoudite et les sunnites libanais, car cela renforce chez eux une communauté qui vit au Liban depuis 70 ans quand même. Ils sont presque libanais dans le quartier. Mais les sunnites deviendront une des premières communautés. Qui s'y opposera? Les chiites, qui sont 1 500 000 et qui verront une puissance sunnite grandir. Parce que ces sunnites palestiniens naturalisés le seront avec le chèque américain en plus. Construction de vraies villes à la place des camps, emploi, structure. On fera comprendre au général Hollande, vous qui attendez justement le traité de Cèdre à Paris qui vous donne 13 milliards d'aides qui ne sont pas encore arrivées, on vous donne 26 milliards. Et si vous vous opposez à la naturalisation et l'implantation des Palestiniens dans votre pays, eh ben, on vous refuse même les cèdres qui ne sont pas encore arrivés. Vous imaginez, le Liban étouffera économiquement. Donc, nous sommes dans une situation où le cynisme américain, d'une certaine façon, mais bon sens, est en train de dire 70 ans dans un même pays, ben, ils sont presque libanais, autant qu'ils vivent ensemble. Tous ces peuples, pour eux, se valent. Après tout, nous aussi les Américains, Irlandais, Écossais, Allemands,
Nous avons débarqué avec Mayflower Pilgrims et nous vivons ensemble. Et nous avons les Spanish, les Latinos, les Arabes d'Irak, nous avons tout aux États-Unis. Vivez ensemble. La réaction des Libanais aujourd'hui est forte, mais de l'autre côté, vous avez celle de l'allié de l'Iranien, le Hezbollah, qui se dit « Est-ce que cette fois aussi je vais servir comme la milice du front avancé des Iraniens ?» Ils l'ont déjà fait en s'opposant à Israël en 2006, mais c'était une résistance du Libanais du Sud contre Israël qui envahit. On les a envoyés en Syrie, ils disent « C'est une réaction pour notre allié syrien, Assad, qui nous protège au Liban. » Et Rouhani a donné l'ordre. Et vous avez troisièmement la guerre Houthi. Mais pourquoi cette guerre? Elle ne nous est pas nécessaire. Il y a une certaine rébellion chez le Hezbollah, surtout que les salaires baissent et que l'argent n'arrive plus comme avant, qui était de l'ordre de 700 millions à 1 milliard par an envoyés à la milice de Hezbollah. Donc est-ce que la milice de Hezbollah acceptera d'embraser le sud Liban pour les beaux yeux des Iraniens et pour permettre à ce que cette guerre soit déplacée au Liban et qu'on revive une autre guerre 2006 entre Israël qui ne veut pas de cette guerre contre le Liban. Et pourquoi elle ne le veut pas? Parce que, alors que le Liban a besoin d'une solution, Israël la trouve. Le Golan est devenu israélien, les réfugiés palestiniens resteront au Liban, les sunnites seront contents de devenir une grande communauté, on reconstruira les camps en petites villes. Et déjà, c'est du béton un peu désordre, mais on donnera une possibilité, ils deviendront des tours. Beyrouth, là, j'ai vu, il y a des tours de 35 étages. Et à ce moment-là, bon sens américain, mais avec la carotte et le bâton. Pourquoi pas? On ne peut pas déplacer 500 000 Palestiniens qui sont nés au Liban vers Nakoura et là, vers Israël. Donc le Liban se trouve aussi dans une situation paradoxale. Il n'a pas la force d'une grande puissance pour refuser tout des Américains. Et si on lui propose l'aide, en plus des aides, les 13 milliards, une autre aide pour implanter les Palestiniens du même chiffre, comment va-t-il la refuser? Voyez-vous comment on tient ces peuples par le dollar? Et comme dit Trump, c'est moi qui l'imprime. C'est-à-dire qu'il peut nous envoyer des photocopies de dollars, on ne le saura pas. On ne le saura pas, l'économie réelle. Ça, absolument. Elle le saura. Celle qu'auront utilisé les Américains après le débarquement. Nous arrivons à la troisième aporie. On a parlé de l'aporie iranienne, l'aporie palestinienne, et la dernière, que je suis en train de développer, les petits pays, comment ils vont réagir. Le Liban, voici l'aporie de Liban, sans paradoxe. Et la Syrie et l'Irak. Comment vous allez demander à des pays complètement morcelés, éclatés après la guerre du printemps arabe, de réagir en quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'ils attendent? D'être reconstruits. Qui va les reconstruire? En Syrie, c'est la Russie, 400 milliards de dollars de budget, et l'Irak, les Américains, autant. C'est fini, ces deux États n'existent plus. L'Égypte, elle a déjà signé la paix avec l'Égypte depuis Camp David, et Maréchal Sissi ne veut qu'une chose, rester au pouvoir et écarter les islamistes. Donc, aussi bien les Russes que les Américains ont réglé le problème. La Turquie, elle est dans les mains des Américains et des Russes, contrairement à ce qu'on croit. L'homme qui vient de perdre la mairie d'Istanbul, Gadan, ou je dirais Constantinople, plutôt que ces mots grecs qui disent descendre dans la ville, et qui n'ont absolument pas le vrai sens de la vraie ville de Constantinople, l'homme est tenu depuis le coup des kémalistes, là, qui sont presque en prison. Ils savent comment traiter avec la Turquie. Elle ne peut plus être une carte anti-américaine contre la solution de ce qu'on appelle le contrat du siècle. Voici les trois apories. Voici les trois paradoxes et voici les trois interrogations. La première, c'est toujours une interrogation. Et y aura-t-il une guerre américano-iranienne? C'est à nous dans le débat de le résoudre. Et y aura-t-il, deuxièmement, une guerre palestino-Hezbollah-israélienne pour ne pas permettre à ce contrat du siècle de se réaliser? Et troisièmement, est-ce qu'il y aura dans la région une opposition assez forte pour qu'on redessine les frontières comme au temps de Sykes-Picot, permettre aux Kurdes d'être chez les Kurdes, aux Alaouites chez les Alaouites, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, sans avoir à retracer les frontières officielles, mais faire à ce qu'il y ait des États de fait et des États
de reconnaissance mutuelle et des zones d'influence. Ainsi se termine cette conférence et je la termine en vous disant tout simplement que finalement, ceux qui s'opposent aujourd'hui, ce ne sont pas des pays, ce n'est pas une grande puissance contre des petites puissances, ce sont des états d'esprit, des mentalités. La mentalité américaine et la mentalité russe comme deux grandes puissances. Quelle est la mentalité américaine? Elle est protestante pragmatique. Le pragmatisme protestant qui règne sur les États-Unis et qui n'oublie jamais le nom de Dieu et qui l'associe au dollar est en train d'agir et de faire comprendre à ces peuples religieux, musulmans, sunnites, chiites, chrétiens aussi, que nous aussi nous avons un Dieu, nous sommes croyants et nous voulons votre bien. Et si vous voulez croire à ce bien, que l'économie fleurisse comme elle a fleuri aux États-Unis. Pour quelle raison? Parce que l'économie qui fleurit est un signe de la présence de Dieu dans votre communauté. De l'autre côté, la Russie. La Russie, quelle est cette mentalité russe? Eh bien, elle est orthodoxe, avec l'alliance du tsar et de l'Église orthodoxe, et puis de l'ancienne mentalité du KGB, FSB, que détient cet homme qui est d'une subtilité incroyable, qui est européen par la culture, puisqu'il est de Saint-Pétersbourg, et qui est russe, incroyable, puisqu'il est formé par le KGB, donc dans la théorie et l'école du secret et de la prudence. Et c'est lui qui a dit, il n'y a qu'une seule grande puissance dans le monde, c'est celle des États-Unis. Et je ne peux pas me comparer à elle quand je vois que 700 milliards de dollars sont dépensés pour la défense, j'en dépense 70 000. Comment 70 milliards? Comment voulez-vous que je me compare? Mais, il ajoute, notre seule chance en face d'eux, c'est que nous savons que la Russie est invincible. Et Trump le sait qu'elle est invincible. On ne peut pas détruire la Russie comme on détruit l'Iran. D'où cette grande alliance des deux grands cercles qui de deux côtés sont dans une alliance objective. Alliance objective pour tout ce qui se passe au Proche-Orient et surtout la guerre Irak et syrienne. Garde la Syrie, reconsulat, je m'en occupe de l'Irak. Et le Liban, on le laisse jouer son rôle de banquier pour le moment, sans argent. Mais il a eu sa guerre. L'Iran, jamais la Russie n'a déclaré son alliance ouverte avec l'Iran. Et le général Soleimani, après la guerre de Syrie, a été sommé de quitter et de savoir que ce n'est pas lui qui commande la guerre. Parce qu'il avait les Hezbollah avec lui et les Basdaran, qui luttaient beaucoup mieux stratégiquement que les soldats syriens. On lui a fait comprendre que c'est la Russie qui veille, aussi bien sur le feu rouge, vert, et parfois des couleurs invisibles. C'est la Russie qui reconstruira Palmyre et c'est la Russie qui reconstruira toute la Syrie. Et celui qui veut participer par ces contrats, eh ben, il faut qu'il s'adresse à la Russie pour cela. Le général Soleimani, qui prend aujourd'hui à fanfaronner, à montrer le drone américain abattu, il sait très bien que militairement c'est la Russie qui tient et elle ne sera pas contre la stratégie américaine de pousser la Russie à un nouveau contrat. Ils le savent. Et Trump et Poutine se complètent, surtout que le P de Trump prolonge un Poutine. On peut les appeler Trump-Poutine si vous voulez. Ils se prolongent parce qu'ils savent tous les deux, ni la Russie ni l'Amérique ne veulent une guerre entre une grande puissance et l'Iran. Elle est possible en Syrie. Elle est morcelée parce que les Alaouites ont besoin d'alliance. Elle est possible en Irak, morcelée depuis le départ de Saddam. Et je termine. Et elle est possible aussi partout, sauf en Iran, parce que c'est une guerre qui va rappeler l'opposition des Iraniens aux Irakiens qui a duré 10 ans et qui n'ont pas pu avoir la peau des Iraniens parce qu'ils ont accepté de donner plus d'1 million de morts. Et qu'est-ce qu'il a dit Trump en sortant de la Maison Blanche? J'ai pitié des morts qui arriveront dans cette guerre, je ne veux pas de sang. Les démocrates maintenant on me traite de colombe. Avant on me traitait de va-t-en-guerre. Eh bien non, je ne veux pas que le sang soit versé. Et il ajoute, j'ai des amis iraniens, je les aime, et je ne veux pas. Et je veux qu'ils travaillent. Donc il tend la perche aux Iraniens. Soyez malins, vous avez un homme d'affaires devant vous, profitez, et que ce peuple cultivé, ancien, il a fait son éloquence, justement, rentre dans l'affaire. Voici les 3 apories, voici les 3 questions. Et il y a toute une histoire à savoir. Pourquoi on écrit l'histoire par des impressions et par des intuitions? Quand Fénelon
critiqué les historiens qui, disait-il, ce grand esprit qui rendait jaloux Louis XIV. Il était très jaloux de Fénelon, Louis XIV. Il avait de rapidité d'esprit. Bossuet était éloquent, royal, mais était moins rapide. Ils sont à côté de nous, les quatre, là. Hein. Ils se baignent dans cette... autour de nous, qu'on appelle les points cardinaux, n'est-ce pas? À côté, et Bossuet, bon, parlait de la fin, de vous serez terre, et dans le serment de la mort de Louis XIV, voici la gloire meurtrie et aboutie, et tout, vous finirez tous de sable, et vous rendez à sable, alors que Fénelon était beaucoup plus subtil. Écrire l'histoire d'un roi. Bossuet a écrit l'histoire universelle au dauphin, pour lui dire comment avance l'histoire. Mais Fénelon était plus subtil. Il a dit l'histoire, c'est pas l'histoire des faits. 1, 2, 3, 4, etc. Ça n'est pas une compilation. Celle qui va vous faire comprendre le Proche-Orient n'est pas une compilation de thèses, etc. C'est beaucoup plus une vision intérieure qu'on a d'une région, d'un pays, et une intuition de son salut. C'est cette vision d'histoire que je voudrais vous montrer, et je crois, plus j'avance avec vous, et plus je reviens là-bas. J'ai vu les soldats de la Finule, dont le colonel était un de mes anciens élèves à l'école de guerre. Je les ai vus où ils vivent, dans les très beaux villages chiites. Ils sont amis avec tout le monde. Les Français sont les mieux aimés là-bas. Ils sont copains avec l'épicier. Ils sont là pour aider. Ils savent qu'il n'y aura pas de guerre entre Israël et le Hezbollah, parce que le Hezbollah garde les frontières pour Israël. Ils savent que cette guerre sera 10 fois plus explosive, et ils ne veulent pas de morts. Ils en ont assez. Ils ont une victoire, ils resteront sur une victoire. Les gens de la Finule sont là-bas, et c'est l'Occident qui est là-bas, qui joue le rôle de tampon avec tous ces soldats depuis 75-76. Et vous imaginez, les soldats français ont quitté le Liban en 1943 pour l'indépendance théorique du Liban, pour revenir en 1975. C'est-à-dire ceux qui avaient 25 ans ou 20 ans, soldats français du Liban en 1943, est revenu à un âge presque avant la retraite, pour aider ce Liban à ne pas être envahi. On peut dire que cette vision que j'ai au fond de moi fait en sorte qu'au fond de moi, cette région ne peut pas subsister sans qu'il y ait cette frontière qu'on a appelée, nous les chrétiens d'Orient, le royaume de Jérusalem. C'est-à-dire de Jérusalem jusqu'au comté d'Édesse, d'Antioche et Tripoli et les terres intérieures qui fortifient cette présence chrétienne qui n'est pas celle d'une secte, qui n'est pas une religion comme les autres, et qui n'est pas une proposition parmi d'autres relativismes, mais qui est tout simplement la vérité dans l'histoire. Et si vous enlevez cette minorité, vous l'arrachez à l'Orient. Et c'est cela que Donald Trump est en train de découvrir. Ses conseillers sont des chrétiens d'Orient. On lui dit, attention, si vous allez reconstruire le contrat du siècle, les chrétiens d'Orient, c'est vraiment le noyau et le pilier sur lequel doit reposer. Quoi? L'extrémisme chiite contre l'extrémisme sunnite, ou les deux. Ils sont extrêmes de nature. Je ne veux pas leur ajouter ce qu'ils sont. Les Kurdes, les minorités tout entières, sont se baser sur ce pilier qu'est la puissance dans la civilisation de la naissance de la lumière sous l'Empire romain, qui a dit aux hommes, voici, il ne s'agit pas de compilation d'histoire, de succession d'empires relativistes. Quand arrive le christianisme dans l'histoire, c'est ça la vraie fin de l'histoire. C'est pas comme dit le japonais Fukuyama, Baba et Obama, la démocratie. C'est pas le régime de la démocratie imposé à tout le monde que les cerveaux des jeunes de Sciences Po répètent comme des imbéciles à la longueur de la journée. Eh bien non, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a une lumière dans l'histoire qui fait qu'on ne peut pas relativiser toutes les civilisations, et pour les sauver, la civilisation chrétienne, même si elle est protestante, elle est catholique à 60 millions aux États-Unis, hein, il n'y a pas que des protestants, et même si la Russie, elle est orthodoxe, de lumière chrétienne, mélangée à des intérêts de commerce, qu'importe, nous avons encore notre corps, et il faut le nourrir, même chez le frère Thierry, avant la conférence, il faut le faire manger ce corps. C'est des forces chrétiennes, regardez, qui maîtrisent la puissance sunnite, musulmane, elle est à genoux. Si elle ose s'opposer à l'Amérique jusqu'au bout, la Mecque sera détruite en 2 jours. 2 jours, pas plus. L'Iran chiite, si elle ose aujourd'hui s'opposer à la puissance chrétienne orthodoxe russe et américaine, elle est à genoux.
C'est cela que j'appelle la vision intérieure et non pas une compilation Fénelon. C'est que le royaume de Jérusalem, quoi qu'on dise, il est là, debout et ne mourra jamais. Merci beaucoup.